Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de la télévision nationale, principalement dans son émission Une heure pour convaincre. Une heure pour convaincre reçoit pour vous ce soir une dame. Beaucoup la qualifient de très grande dame. Je suis d'avis aussi. Elle s'est beaucoup affirmée sur la scène politique. Elle a exercé au sommet de l'État. Mais cette politique ne lui dit pas trop grand-chose. Elle aimerait plutôt qu'on la qualifie d'enseignante, un métier qu'elle affectionne beaucoup. Chef d'entreprise, professeure d'université, consultante, présidente du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Elle est aussi présidente de la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue et la consolidation de la paix et le développement, en abrégé COFIICA. Elle est juriste et économiste de formation. Je veux nommer Madame Dr Makale Traoré, que j'ai le plaisir de recevoir pour vous ce soir dans Une heure pour convaincre. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Je suis très heureuse d'être avec vous sur ce plateau. Merci donc. Vous avez été femme de l'année 2010, initiatrice du projet Fonds d'appui à la valorisation du travail de femmes, des femmes et filles défavorisées. Et ce 30 décembre 2016 sera la 3e remise. Parlez-nous-en. C'est un projet qui me tient à cœur. Et lorsque j'ai été élue femme de l'année 2010, j'ai fait 2 promesses. La première, c'était d'unir les femmes au-delà de l'appartenance politique, ethnique, confessionnelle et sociale pour qu'elles deviennent progressivement en Guinée une force de proposition au lieu de rester une force d'attente. Et puis la deuxième promesse, c'était que ce titre ne soit pas théorique et qu'il soit adoubé d'activités, d'actions, d'actes sur le terrain concrets au profit des femmes. Et c'est de là qu'est venue l'idée de mettre en place un fonds d'appui à la valorisation du travail des femmes. Je me suis approchée de ma banque avec laquelle je travaille depuis que Ecobank est en Guinée. Et nous avons une relation de confiance que j'ai capitalisée pour mettre en place ce fonds, aujourd'hui qui a permis l'autonomisation de plus de 3500 femmes. Et nous nous apprêtons justement demain à faire la 3e remise et elle va bénéficier à 62 groupements féminins à Conakry et à l'intérieur du pays et 1202 bénéficiaires finaux. C'est vraiment une très grande fierté pour moi. Oui. Madame, je sais que nous aurons tout au long de cette émission l'occasion de revenir sur ces actions en faveur des femmes et des filles. Parce que, je l'ai signalé en début de cette émission, vous êtes la présidente du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Et c'est un réseau qui œuvre beaucoup en faveur justement de ces femmes et filles. Le REFAMP, qu'est-ce que c'est ? D'où est partie l'idée du REFAMP? Alors, le REFAMP est une idée qui est partie de l'Organisation des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Et c'est lors d'une conférence au Caire en 1994 qu'il a été proposé au pays de profiter de la compétence des femmes qui ont assumé au haut niveau des responsabilités et qui peuvent encore apporter à leur pays. Et le réseau de Guinée a été mis en place lorsque Hadja Salandarba était aux affaires sociales et en 1997. Donc le réseau vient de fêter ses 20 ans et c'est d'ailleurs à cette occasion que nous avons organisé une conférence régionale ici à Conakry les 7, 8 et 9 décembre pour tabler sur 3 problématiques très importantes qui interpellent nos gouvernants mais aussi notre société civile. Il s'agit de la mortalité maternelle, il s'agit des violences basées sur le genre et il s'agit de comment travailler sur une feuille de route pour la capture du dividende démographique. La capture du dividende démographique est un défi pour nos pays. Nous sommes des pays peuplés, nous sommes des pays jeunes, mais nous n'en avons pas tiré encore grand-chose. Comment est-ce que nous pouvons mener une réflexion, nous, femmes du réseau, des réseaux régionaux, et porter cette feuille de route au niveau régional auprès de l'Union africaine pour que ces défis soient maintenant des enjeux importants de nos politiques, de nos programmes et de nos stratégies. Oui.
Je vois que vous avez le soutien des Nations Unies. Est-ce que c'est aux Nations Unies que vous voulez dire que vous vous rendez compte? Non, vous savez, moi je suis quelqu'un de très indépendant, mais j'aime partager mes idées. Et si mes idées conviennent, et surtout si mes idées rendent service à mon pays, aux populations de mes pays, puisqu'on ne peut pas s'occuper de tout, j'ai choisi la frange la plus fragile, les femmes et les filles. Bien qu'à partir de 2017, je vais beaucoup faire le pont avec les jeunes, mais les femmes qui constituent une majorité de nos populations, tout le monde le sait, sont un peu la part de nos populations négligée à tout point de vue, malgré leurs compétences, leur engagement et tout ce qu'elles apportent à nos pays. Et donc, mon combat, c'est d'abord là. Et donc, non, je ne rends pas compte aux Nations Unies. Je pense que je suis soutenue par les Nations Unies parce que nous faisons un travail sérieux avec nos collègues. Vous savez, vous ne dites pas « choisissez-moi ». Non. On vous choisit. Et on vous choisit en fonction d'éléments objectifs. Et je pense que moi, c'est ce que je mets dans la balance et c'est ce qui me fait avancer chaque jour. Je sais que c'est un travail très ardu et ça demande de l'argent. D'où tirez-vous les fonds pour aider ces femmes? Alors, pour ce qui est... Il y a plusieurs possibilités. D'abord, je viens du secteur privé. Dieu merci, j'ai quelques moyens. Et vous savez, je suis très croyante. L'idée de Zakat, j'ai ma petite idée là-dessus. Ce que vous gagnez, une petite partie, mettez-le au service des autres. Donc, vous me verrez rarement distribuer de l'argent dans les cérémonies. Bon, vous me verrez jamais porter de gros bijoux ni des habits qui coûtent très cher, bien que j'aurais pu me les offrir, mais je préfère mettre ce supplément au service des autres. Et les femmes qui m'entourent savent que je suis quelqu'un qui a pour maître mot le partage. Je pense d'ailleurs que c'est le plus beau mot de la langue française. Partager ses idées, partager les défis, les décisions et aussi partager un peu de son expérience, de sa connaissance et un petit peu de ses moyens. Il y a d'abord ça. C'est un engagement personnel. Ensuite, vous avez ce fonds. Le fonds, c'est un fonds d'1 milliard, un fonds revolving qui a été que j'ai garanti personnellement auprès de la banque, avec laquelle, je répète, j'ai des relations de confiance depuis le début de la banque. Je fais partie des clients privilégiés. Et donc, ce fonds, je le mets à la disposition des femmes qui ne peuvent pas avoir accès au crédit parce que le processus est très compliqué, parce qu'il faut apporter des garanties. Elles n'ont pas souvent besoin de grosses sommes. Elles ont besoin de 5, 10, 15 millions. Les banques prêtent plutôt aux riches, les gens qui ont besoin de milliards. Et j'ai pensé que cette tranche avait besoin d'être boostée pour, je dis bien, valorisation du travail des femmes défavorisées. Ça peut être une vendeuse d'akeke, ça peut être une vendeuse de piment, ça peut être une vendeuse de riz du pays qui a besoin juste d'augmenter ses quantités, qui a besoin d'avoir un petit fonds pour passer l'escalier au-dessus. Donc, c'est cette frange-là que j'accompagne. Donc, c'est un fonds qui est mis à disposition par Ecobank, garanti par moi-même et qui va bénéficier notamment demain à 62 groupements de femmes de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Maintenant, vous avez les activités qui concernent, par exemple, la case de veille ou les projets d'accompagnement des femmes. Là, ce sont les partenaires qui nous accompagnent pour la case de veille. C'est le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, mais il a fallu qu'on fasse nos preuves et qu'on aille jusqu'à New York pour présenter ce qu'on a fait avec les femmes. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est exporté en Afrique et dont on parle un peu partout. C'est un modèle qui a été cité par Ban Ki-moon. Nous aurons l'occasion de venir sur la case de veille. Et c'est un sujet qui... Sinon, vous avez le PASOK, vous avez d'autres organisations, vous avez Action Fund, qui accompagne les femmes. Non, mais quand vous êtes sérieux et quand on voit ce que vous faites de l'argent qu'on met à votre disposition, je crois que vous n'avez pas de difficulté à être accompagné. C'est ma chance, avec toutes les équipes qui m'accompagnent, bien sûr. Seule, je ne peux rien. Vous avez affaire aux femmes défavorisées. Et généralement, ça peut être les femmes rurales ou même les femmes analphabètes. Et ce n'est pas très aisé
organisé de travailler avec celles-ci. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour mesurer, c'est-à-dire leur épanouissement, leur émancipation à travers les fonds que vous mettez à leur disposition? Vous savez, les femmes sont braves. Et je pense qu'on minimise leurs capacités. Ouais. Et moi, je suis une intellectuelle pure. Quand je vous rencontre, je n'ai pas d'a priori sur vous. Je demande à vous connaître. Ouais. Je demande à savoir ce que vous savez faire. Et il est vrai que c'est une question qui m'est souvent posée parce qu'on estime que les femmes sont difficiles, Ouais. que c'est difficile de... Mais ce n'est pas vrai. Je dis toujours, dans le milieu d'hommes aussi, il y a des rapaces, Tout il y a à des fait. méchancetés, Oui. il y a une bagarre terrible. Donc la femme est une espèce humaine. Comme l'homme. Donc il ne faut pas qu'on lui attribue toujours cet élément dégradant, les femmes ne peuvent pas s'entendre. Nous avons commencé avec mes camarades du réseau des femmes ministres et parlementaires à mettre la COFIG en place en 2011. 2011, nous avons estimé que le dialogue qui était en cours battait de l'aile parce qu'il y avait beaucoup de calculs, on savait que ça n'allait pas donner grand-chose. Donc j'ai proposé à mes collègues de réfléchir à élargir la base du réseau des femmes ministres et parlementaires. Nous sommes moins d'une centaine. Ouais. Une centaine niveau de femmes sous-régional, au niveau guinéen. guinéen. Vous savez, parlementaires et femmes ministres, Ouais. il n'y en a pas Ouais. pléthore. Tout à fait. Alors, je dis, il est important qu'on élargisse la base de notre organisation pour que, justement, pour le lobbying et le plaidoyer, le nombre est important, pour que nous puissions implémenter auprès des autres femmes. Parce que nous travaillons surtout pour elles. Ouais. Nous sommes déjà à un certain niveau, nous devons nous retourner et regarder celles qui sont derrière. L'idée a fait du chemin, difficilement, hein, parce que même à ce niveau-là, on me disait « Ah oui, là, tu soulèves une question très difficile, les femmes sont... » On a commencé avec 15 organisations de femmes. Nous avons expliqué les buts. Réunissons-nous au-delà de l'appartenance politique. Et ça, déjà, c'était dans la région de Conakry ou bien Conakry, juste... Ok. à Conakry. Essayons de nous mettre ensemble au-delà de toute appartenance politique, ethnique, confessionnelle et sociale. Parce qu'aujourd'hui, la politique nous divise. On le sait, nous le vivons tous mal. Tout à fait. L'ethnie nous oppose. Aujourd'hui, même le voisinage est battu en brèche. Donc, on est passé à 25 organisations. Et puis, quand on est arrivé à 70, avec quelques activités, nous nous sommes formalisés. C'est en ce moment seulement qu'on a mis un bureau en place. Et puis, on est passé à 120, et puis 240. Et puis, maintenant, on est 1079 organisations de femmes réunies au-delà de l'appartenance politique, ethnique, confessionnelle et sociale. C'est formidable. Je ne sais pas s'il y a une institution qui a aujourd'hui cette capacité, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons touché un point de demande des Guinéens. Ça veut dire que les Guinéens sont fatigués un peu de ces divisions politiques et ethniques. Et que s'il y a un tel engouement pour venir à la COFIG, c'est parce qu'aussi, peut-être, je me dis en analysant, c'est parce que moi qui suis à la tête, je tiens le cap de n'appartenir à aucun parti et de n'avoir aucun renom ethnique. C'est important, la tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous travaillons pour la femme, point, et pour la préservation de la paix dans notre pays. Et je pense que tant que nous sommes sur cette ligne-là, la COFIG va continuer à grandir et à toucher vraiment les femmes. Parce que si les femmes sont touchées, les hommes le sont, les enfants le sont. Et l'humanité. Voilà. La petite fille, donc, est aussi au cœur de vos préoccupations, madame. Des années de lutte sont donc menées en leur faveur, mais on a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez pour elles. Bien sûr. Qu'est-ce qui explique cela? Bien sûr. Bon, je pense qu'il y a des pesanteurs qui sont traditionnelles, qui sont aussi religieuses, des religions mal interprétées, parce que vous savez, moi j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Je voudrais faire allusion à l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman au monde, 255 millions. Vous avez près de 90% qui sont musulmans. Dans ce pays-là, la petite fille est respectée, elle est instruite. Les jeunes sont préparés au mariage. Les violences sont bannies contre les femmes. Et
Pourtant, c'est aussi... Et l'excision n'existe presque plus. Ouais. Et ce sont les religieux mêmes qui se sont impliqués. Donc, il y a des interprétations. Ça évolue en Guinée, hein, parce que dernièrement, on a eu des ateliers avec le secrétaire général du comité des affaires religieuses. Et puis, les religieux venus de partout, nous en avons discuté. Il y a des avancées, ça, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas compris que la petite fille doit aller à l'école comme le petit garçon. Ouais. Qu'une fille bien éduquée est une future compagne. Vous savez, au-delà de l'épouse, je pense que l'homme a besoin d'avoir une compagne, celle avec laquelle il peut partager. Et ce manque explique quelque part, des fois, des problèmes dans nos ménages. La femme qui n'a pas de métier, qui n'a pas été à l'école, n'est pas d'un grand secours pour le mari. Mais lorsqu'elle est là, ça change le débat, il devient plus riche, le respect s'installe et aussi la complicité. Et il y a moins de complexes. Et comme ça, vous construisez quelque chose de solide et vous donnez de bons exemples à vos enfants. Donc une femme instruite est une compagne, au-delà d'une épouse. C'est une mère qui va élever ses enfants avec des principes importants, des principes de vie. Et puis, ça aide la nation. Quand vous construisez la famille, vous construisez une nation. Tout à fait. Donc, l'éducation de la jeune fille doit être au centre de nos préoccupations. Et nous, même dernièrement, avec la ministre Aïcha Ba, nous travaillons sur un projet avec les 3 ministres de l'enseignement qui nous ont très bien reçus, qui ont partagé ces idées, parce que les violences basées sur le genre aussi est un élément qui empêche que les petites filles continuent l'école. Elles sont violées, parfois sur le chemin de l'école. Elles sont violentées dans les cours de l'école par les copains ou même par les maîtres. Donc, on va faire un programme national pour accompagner cela. Mais c'est très important que ça ne reste pas seulement un débat de femmes. Il faut que ce soit, c'est ce que nous avons dit au ministre, ça ne doit pas rester un débat de femmes, ça doit être un débat national, un débat d'hommes. Vous êtes appelés à avoir des filles. Il faut que ces filles-là, vous savez, une fille instruite est une belle fille. Une fille instruite est une fille agréable. Une fille instruite partage des choses avec le père. Et une fille instruite peut aussi assurer après le père, autant que le garçon. Et, Excellence, dites-moi quels sont ces arguments convaincants qui vous permettent de faire comprendre à ces filles-là, justement, qu'elles ont tous ces avantages quand elles ont accès à l'éducation. C'est un aspect du problème. Vous avez dit tout à l'heure que je suis enseignante, c'est vrai, c'est le métier c'est le milieu qui me plaît le plus, parce que c'est un milieu, le milieu universitaire est un milieu vrai. Et on vous prend comme vous êtes. Et c'est un milieu, je regrette de ne plus pouvoir le faire régulièrement.